Bienvenue dans Vivre en France pour évoquer comme d'habitude l'univers des traditions régionales et pour évoquer aujourd'hui l'une des périodes les plus merveilleuses de l'année, les fêtes de Noël. Noël avec ses contes, ses légendes, ses senteurs, ses lumières. Noël où les coutumes d'une région à l'autre sont parfois différentes, mais partout c'est la même magie. Les pays qui n'ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid. C'est bien ce qui faillit arriver, il y a quelque temps, au Vercors. Il était une fois, il y a bien longtemps, une région traversée seulement par des petits sentiers qui s'ouvraient sur les vallées, par de méchants pas taillés dans le calcaire, où maintes mules avaient laissé leur empreinte et leur force. Pendant la longue saison blanche, seules les légendes avaient le droit de circuler, de crête en crête, de vallée en vallée, de village en village, de ferme en ferme, de bouche à oreille, pour réchauffer les âmes. Ainsi, on entendait parler des 3 filles du seigneur de Naves, les 3 pucelles, pétrifiées pour avoir trop aimé Roland, le neveu de Charlemagne, et pour avoir souhaité la mort de leur rival. Et les légendes racontaient aussi la pierre Vivari, cette pierre dont on dit que si on parvient à la faire tourner à minuit le soir de Noël, on devient riche pour le restant de ses jours. Or, dans le Vercors, soudainement, il y eut des routes, il y eut des ponts, il y eut des tunnels, et tout le monde put circuler. Les légendes, désemparées et vexées, pactisèrent avec les ours et décidèrent de se retrancher au plus profond des plus profondes grottes du Vercors. Depuis, le pays grelottait. Quelque temps avant Chalande, c'est-à-dire avant Noël, une petite fille décida d'écrire au Père Noël. « Cher Père Noël, pourrais-tu, s'il te plaît, faire revivre les légendes, les histoires, les secrets, les cascades, les rivières, les pierres de ma montagne ?» Lorsqu'il reçut sa lettre, le Père Noël demeura perplexe. Il alla consulter ses reines. Il enleva même son grand bonnet rouge et se frotta la tête, comme pour y chercher des conseils. Et puis sa décision fut prise. Il allait exaucer la petite fille. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le traîneau du Père Noël fit tinter ses clochettes au-dessus du Vercors, et ses mains, sa poussière d'étoiles, qui partout l'accompagne. Au petit matin, au creux des lapiazes, à l'orée des forêts, dans le bruit des cascades, les légendes s'égayèrent. Il y avait si longtemps qu'elles n'avaient pas vu le soleil. Et ce fut un grand murmure qui s'éleva quand les yeux de la petite fille se posèrent sur son pays réconcilié. Cher Père Noël, pourrais-tu, s'il te plaît, faire revivre les légendes ? Bon, il y aurait de la neige, il ferait froid, un petit vent comme ça, tranquille. Il y aurait peut-être même pas un bruit de vent, le silence complet. Et un arbre dans la forêt avec quelques bougies. De la neige, des odeurs de cannelle, des chants, beaucoup de lumière. Noël est une fête de famille que l'on prépare fébrilement en Alsace. Une fête que chacun ressent au fond de lui à sa façon, un parfum d'enfance que l'on aime retrouver pendant un mois autour du marché de Noël. Dès les premiers siècles du Moyen-Âge, nous avions à Kaysersberg un marché au mois de décembre. C'était naturellement dans un premier temps un marché économique qui permettait donc à la population régionale
de venir s'approvisionner pour les longs mois d'hiver. Depuis le XVe siècle, sur ce marché, on échangeait ses marchandises, on vendait sa production de l'année. Et en Alsace, c'était le vin. Les habitudes n'ont pas changé, la boisson la plus appréciée pendant le marché de Noël, c'est le vin chaud. Dans toutes les régions de France, on faisait le vin chaud avec ce qu'on avait sur place. Ici en Alsace, on avait du vin blanc. On a essayé de faire du vin blanc chaud. C'était bon, on a continué à en faire. Cette tradition médiévale, Kaysersberg a voulu la respecter aussi en proposant concerts et expositions. Ne sélectionnant qu'une trentaine d'artisans autour de l'église Sainte-Croix, parmi ces artistes, certains vivent et travaillent toute l'année pour cette fête. C'est quand même un travail de très longue haleine, il faut s'y préparer longtemps à l'avance pour faire donc tous les sujets, préparer les dessins, bien réfléchir et proposer d'abord aux personnes ce qu'on va faire. C'est donc un travail presque d'1 an. Pour ce sculpteur de crèche qui verra son œuvre exposée dans une église du sud de l'Alsace, la préparation de Noël est un mode de vie. Le marché de l'enfant Jésus est devenu au fil du temps indispensable aussi pour l'équilibre des comptes. Et financièrement, je dirais pas que c'est le meilleur mois de l'année, mais c'est un bon mois, quoi. Surtout on réalise un chiffre d'affaires sur 12 jours, équivalent à des mois où on est obligé de travailler une trentaine de jours, quoi. Et pour attirer le client, ce n'est pas facile. En cette période de l'année, il faut d'abord le faire rêver. Le marché doit donc être un lieu de fête, un lieu de plaisir, plaisir des yeux, plaisir des sens. Vous savez, les gens viennent chez moi et j'aimerais 3 gouttes, 2 flocons, une étoile, mais le soleil, je peux pas leur offrir. Je sais pas, je fais ça parce que ça me rappelle des choses. Sans doute le souvenir d'un temps où les pommes rouges ont été remplacées sur le sapin par des boules de verre. Artisan de l'âme, artisan du cœur, Hélène confectionne et vend de jolis objets en crochet amidonné au profit d'enfants malades. C'est cela aussi, un marché de Noël. Noël, c'est un temps où il y a beaucoup de dons de soi qui doit passer par là. C'est un partage qui doit être très important. Partage en famille, partage avec la communauté, avec tout. Générosité, rêve, lumière, chaleur, famille, tous les ingrédients s'assemblent pour une des plus belles nuits de l'année. Avec leurs mains, les artisans du Noël alsacien veulent offrir et s'offrir quelques moments de bonheur. Mais que reste-t-il après tant d'attente, au lendemain de la fête ? On est quand même un peu tristouné parce qu'on a mis 1 mois à préparer la Noël et ça, en une journée, c'est comme les vacances, en une journée tout s'en va et bon, on attend le jour de l'an. Certains veulent passer incognito, d'autres ont déjà givré leur couronne en prévision de Noël. Les 2 guetteurs le savent d'expérience, la musique qui fait vibrer leurs aiguilles, c'est l'annonce du départ pour les plus jeunes de leurs congénères. Dans la brume du matin, Paul et Catherine viennent sélectionner des Nordmann et des épicéas d'une quinzaine d'années. Il faut tailler, il faut les tondre, il faut s'en occuper presque comme des enfants pendant 15 ans avant qu'on peut les couper. Ça fait plaisir après de savoir que mon sapin, bien qu'il est coupé, c'est un peu triste, mais qu'il va être dans une maison et donner de la joie à la personne, quoi. Celui-là part pour Strasbourg et son marché de Noël, mais les migrations de sapins, il y en a beaucoup, et aussi à Oberaslar. Ici, les conscrits, ceux qui doivent effectuer leur service militaire dans l'année, viennent livrer à domicile. C'est qui le président ou le plus aîné? On prend et on donne. D'accord, merci beaucoup. Ah, c'est une excellente tradition, surtout pour les enfants, ça leur fait plaisir, puis aux grands aussi. Ça a quand même une certaine odeur, puis ça a un certain charme. La tradition du sapin de Noël est née en Alsace. Et ici, à La Baroche, c'est le pays du sapin. Jean-Michel n'est pas un simple promeneur, c'est le bûcheron du village. Malgré 35 ans de métier, cette année, il s'est laissé surprendre par la neige. C'est toujours le même plaisir, mais souvent on s'y prend trop tard, alors comment ça se passe? On est pris dans la neige, et c'est des fois pas tellement facile pour les chercher. Hein. On est content quand on a secoué, qu'on a vu qu'il est beau, qu'il a des belles branches, qu'on peut le couper, partir avec. Très 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 content.
Ça c'est sûr. Hein. Au XIIIe siècle déjà, 3 jours avant la naissance du Seigneur, les paysans avaient le droit coutumier d'aller en forêt couper des sapins sous la surveillance d'un bailli chargé de la police. Jadis, le symbole de la vie était suspendu au plafond. On voit un petit intérieur alsacien, donc c'est un intérieur assez chaleureux, et un petit sapin qui est pendu au plafond. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si c'était pour empêcher les souris de manger les gâteaux qui étaient dessus, ou si c'est pour empêcher les enfants de manger les gâteaux qui étaient dessus, ce qui revient quelque part à la même chose. Hein. Ici, pour aller grignoter, il faut une nacelle. Le sapin à 29 mètres de haut, place Kléber, sa décoratrice a passé 10 jours dans ses bras. Maintenant, il est coupé, mais il a une fin de vie magnifique. Il va être vu beaucoup plus que dans sa forêt. Vous êtes allé le voir avant la coupe? Oui, je vais le rencontrer, lui parler, faire sa connaissance, voir comment il est, ce qui lui conviendrait. Les décors sont conçus pour un sapin précis. En Alsace, Noël, c'est la famille. La réconciliation, le partage. C'est l'intimité du foyer que l'on décore encore avec du sapin. Harmonie des couleurs, le sapin est partout. Et pas seulement pour les yeux. Il faut que la maison embaume. Et alors les objets prennent une autre teinte, une âme, cette âme de Noël qui est tout à fait particulière. Ébloui par les reflets de la lune sur les branches gelées, un bûcheron a voulu reproduire dans sa ferme tant de beauté. Une légende de plus et finalement qu'importe son origine, la magie a traversé les siècles. La préparation de Noël est très importante et arranger le sapin, ça fait partie de la tradition, c'est une activité qu'on fait tous ensemble qui nous réunit. Tu l'as fait passer alors pour les branches comme ça, non? Quand par l'hiver et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Nom du sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Ça, c'est un petit ange qui dit merci, et j'ai mis plusieurs années à le trouver. On met la petite lavandière près de la fontaine, à côté de l'autre. C'est une crèche catalane, un paysage de Cerdagne. Ils y ont pensé pendant 1 an, l'ont construite de leurs mains et montée en 1 semaine à la ferme de Sant Vicens, un lieu d'exposition sacré. Tous les ans, nous avons notre crèche traditionnelle, catalane, depuis à peu près 45 ans. Depuis après la guerre, et c'est devenu une tradition pour les Perpignanais et pour nous également. Sous les Pyrénées enneigées, la crèche est là, avec ses acteurs de la nativité, avec l'âne et le bœuf, mais aussi l'incontournable et vaillant petit train jaune de Cerdagne. Et l'on a aussi reconstitué des scènes de vie rurale d'autrefois. C'est notre culture catalane, puisque les santons sont habillés avec la fâche catalane, la baratine, des attitudes de la région, puisque nous avons quand même, par exemple, le tailleur de Yoz qui est spécifique à la Cerdagne, et chaque personnage s'intègre dans une scène pour donner un peu plus d'expression et un peu plus de signification à la crèche. Les figurines de ces Pessèbres, Conrad Paris les façonne depuis 41 ans dans son ermitage de Saint-Ferréol. Et pour être prêt à temps, il se met au travail dès la fin de l'été. Pour moi, la Noël commence déjà au mois de septembre. Parce qu'il faut calculer ce qu'il faut faire, il faut calculer les couleurs, il faut calculer le thème, le sujet. Alors évidemment, ça prend du temps. Et puis c'est avec la terre de sa région qu'il fait naître peu à peu les personnages du Pessèbre. Le Pessèbre, c'est un mot catalan qui veut dire crèche. On appelle ça un Pessèbre parce que chez nous, on parle catalan. Hein. Entre ses mains habiles, il taille, sculpte minutieusement berger, roi mage ou porteuse d'eau. C'est une lutte entre la terre et moi-même parce qu'il faut essayer de la dominer, la terre. Et elle se défend aussi. Hein. Alors les petits outils, ce sont des outils en buis, exactement. C'est moi-même qui me les fabrique, quoi. C'est moi-même avec une lime, je me fais les petits outils. Parce que chacun a sa façon de travailler. Je trouve que
c'est plus personnel, quoi. Voilà. Pour certains santons, il faut 4 à 5 heures de modelage, pour d'autres, 1 semaine. Chaque expression est peaufinée, chaque détail ciselé. J'essaie de faire quand même des choses qui se rapprochent le plus de la nature, quand même. Un travail difficile, un travail de passion et de perfection. Chaque figurine qui va décorer la crèche passe au four électrique pour une première cuisson. Et comme ça va cuire tranquillement. Entre 8 et 9 heures, hein. Bon. Jusqu'à 980 degrés environ. Chaque année, nous avons un thème différent qui a rapport avec le Roussillon, bien entendu. On fait un village, on fait Collioure, on fait la Cerdagne, on fait Castelnou, et chaque ville a ses traditions. Voilà la petite catalane que nous avons fait tout à l'heure. Hein. Là, elle est cuite. Hein. Après 9 heures de four, 12 heures de refroidissement, c'est l'émaillage. C'est très long à faire. Très long parce qu'il faut le modeler, et ensuite il faut l'émailler. Il faut que ça passe 2 fois au four. C'est assez long. Hein. Et pour être sûr d'être prêt pour Noël, Conrad ne compte pas son temps. Il lui faut donner vie à ces santons qui n'ont rien de commun avec ceux de Provence. Eh bien, les santons provençaux, quand même, ils sont plus naïfs que ça. Hein. Ils ne sont pas émaillés. Ils sont faits en série, quoi. Donc ceux-là, c'est des pièces uniques. Hein. Il n'y en a pas deux. Ils se rassemblent des fois, mais c'est jamais exactement pareil. Après une deuxième cuisson, les santons brillants d'émail prennent place dans la crèche et ils sont très attendus. Je savais qu'elle serait là, comme tous les mois de décembre, jusqu'à présent, quoi. Et là, vous la trouvez comment, celle-là? Elle est belle. Mais tous les ans. Tous les ans. C'est magnifique, c'est beau. Et chaque détail y a tout. Ceux-là sont les premiers, mais chaque année, des milliers de fidèles viennent admirer le nouveau Pessèbre. À Noël, ça fait toujours rêver, je pense. Les petits et les grands, hein, je pense. Et le dernier pessébriste, Conrad Paris, rêve déjà à la crèche de l'année prochaine. Ce sera la 42e. À Noël, le ciel a cette couleur en Alsace, et on veut que tout soit plus beau. Ainsi, à Pfaffenhofen, dans le Bas-Rhin, qui recèle le musée de l'imagerie populaire, on montre aux enfants les plus belles images de Noël. Ça vous plaira beaucoup, il faut aller le voir. Ce sont des images pour décorer les pains d'épices, les paquets, les sachets et les boîtes faites avec amour et ferveur par des artistes. Elles proviennent de toutes les régions d'Alsace et ont été réalisées pour certaines il y a 150 ans. Une ex-partie d'exposition qui est spécialement consacrée aux enfants. Pfaffenhofen à Noël est enguirlandé et multicolore, et tout ému devant ces visages ronds qui ont impatiemment attendu Noël. Et un Père Noël au caractère très divers. Des anges survolent l'image de ce bonhomme plus grand que les autres, rêveur, et toujours au rendez-vous de ceux qui espèrent. Et il sait bien lire dans les regards. François Lotz le connaît bien et a une passion pour les images de Noël. Le confiseur, quand il vendait des bonbons, il utilisait des sachets classiques qu'il utilisait pendant toute l'année. Et pour Noël, il collait des images de Noël. Et ce sont des images de Noël superbes, parce qu'elles ont été réalisées par des artistes de grand talent qui ont mis toute leur âme dans cette réalisation pour plaire à leur petite clientèle. Mais il y a au musée de l'imagerie de très anciennes représentations peintes, comme celle du XVIe siècle. Ou bien cette autre sous verre du XVIIIe. Et puis il y a les fameux canivets. Ce sont des miniatures peintes qui sont décorées de dentelles, fines dentelles, qui sont découpées au canif. Celles-ci sont particulièrement recherchées. Ce sont des œuvres d'art. À Pfaffenhofen, mais partout ailleurs, l'ambiance de Noël est touchante, pénétrante. Tout semble plus silencieux, mais très en éveil, dans une atmosphère parfaitement sereine.
C'est un des tout premiers gestes de l'année nouvelle, tailler un morceau de bûche à peine sorti de l'âtre. Et c'est une très vieille coutume. Dans la vallée de Massat, quelques personnes la pratiquent encore. Le 24 décembre, au moment de la veillée de Noël, chez Alfred et Eva Piquemal, on place une grande bûche dans le feu et on la surveille pendant 8 jours. Il faut faire attention qu'elle tienne le coup jusqu'au 1er janvier. On la fait brûler un peu tous les jours. Après, quand il en reste un tout petit bout comme ça, on le partage et on l'emporte un peu dans les granges, dans la maison, un peu partout. Pour protéger le bétail, les maisons, de la foudre et de beaucoup de choses. Vous, vous y croyez? Oui, moi j'y crois, oui. Et mon mari aussi doit y croire, puisque... Non. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. Mais pourquoi le faites-vous alors? Pour respect de ma grand-mère, elle le faisait, je continue à le faire, et voilà. On allait chercher la bûche, elle la mettait là sur le plancher, et elle allait chercher son eau bénite, elle la signait, elle priait, et puis elle la mettait au feu, et voilà. Et l'eau bénite, elle est bénite par le curé, on va la chercher à l'église pour Pâques. Et de Pâques, vous la gardez jusqu'à Noël? Ah oui, et même plus tard. Elle se conserve bien. Chez Alfred Piquemal, la bûche est toujours en bois d'aulne, fraîchement coupée. Mais les habitudes varient à l'intérieur même de la commune. Certains ici choisissent des arbres fruitiers, d'autres, comme Roger Massat, prennent de grosses souches de hêtres. Quand on coupe le bois de l'année, on choisit une souche. Même en forêt, on dit tiens, celle-là, c'est là pour la Noël. On ne le retire pas du feu et il brûle nuit et jour pendant 8 jours. C'est toute une technique, si vous voulez. Le bois se ronge, comme on dit ici, au lieu de faire beaucoup de flammes et brûler en quelques heures. Le temps est venu de mettre un terme au rituel. Au matin du 1er janvier, il faut découper ce qu'il reste de la bûche. Alfred va en déposer un morceau dans le garage, un autre dans son atelier. Eva, elle, se charge de la maison. Et je le change maintenant. Je prends celui de l'an dernier, j'y mets le nouveau, et celui-là, je le brûle. L'année commence comme ça? Oui, l'année commence comme ça, maintenant c'est fini. On espère que la petite bûche nous protégera de la foudre et nous portera chance pour une bonne santé et que nous passions une bonne année. Voilà, c'est tout. On peut bien mesurer quelques centimètres et avoir un charme gigantesque. Chaque année à Aubagne, avant Noël, ils sont de sortie sous le soleil de Provence. Expression d'une culture dite populaire, les santons ressemblent aux grands, même costume, même couleur, ils reflètent en fait l'âme de toute une région. Aubagne, c'est le berceau du santon. Et puis, bon, ça s'est un peu propagé partout, mais enfin, je pense que nous revendiquons l'honneur des créateurs de santons. Ils naissent de l'argile, entrent dans des moules, en ressortent, ne vivent que sous les doigts des santonniers. À Aubagne, on les revendique, ils sont la fierté du pays. C'est au début du siècle Frédéric Mistral qui disait Aubagne est capitale des santons. Et non pas Arles. Pourtant, Frédéric Mistral était d'Arles, mais c'était Aubagne. La question ici est sensible. Même si les premiers santons sont nés en Italie, c'est à Aubagne que leur tradition naquit. Et comme les Aubagnais ne sont pas chauvins, ils exposent durant 2 mois plus de 100 crèches venues du monde entier, histoire de dire que le style provençal depuis longtemps a fait école. Le petit monde des santons, un art venu du peuple. On fabriquait ces santons chez soi, sur la table de la cuisine, et on ne les faisait même pas cuire, on n'avait même pas les moyens de les cuire. Et du santon, on est allé vers la crèche, comme ça.
La première crèche serait apparue au XIIIe siècle grâce à saint François d'Assise. Avant la Révolution française, dans les églises, ce sont des hommes qui jouaient les personnages de la Nativité. Depuis 1789, ce sont les santons que l'on fête, en Provence peut-être plus qu'ailleurs. Les Provençaux, lorsqu'ils viennent à la messe de minuit, plus nombreux que les autres jours de l'année, sont très sensibles à retrouver cette culture locale, traditionnelle qu'est la Provence, avec les santons habillés à la manière provençale. On dit communément qu'Aubagne, c'est une terre d'inspiration, c'est l'argile qui inspire les santonniers pour produire. On est santonnier de génération en génération. Pour la plupart, oui. C'est un savoir-faire, un gaobi, comme on dit ici. C'est un gaob qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire un tour de main. À Aubagne, la fabrication du santon fait vivre 16 petites entreprises artisanales et familiales, et dans toute la Provence, une bonne centaine. Objet de curiosité pour tous, objet de passion pour les santonniers. Et les santons, moi je sais, quand j'étais plus jeune, je regardais les santons, à côté de chez moi, il y avait une épicerie où on vendait les santons. J'avais mon nez écrasé contre la vitrine pour voir mes petits santons, tellement je les aimais. Alors ne vous étonnez pas qu'ici, avant Noël, on ait envie de faire la fête au santon. Même si le Mistral refroidit quelque peu l'atmosphère, ça fait du bien en plein hiver de danser, c'est cela que l'on appelle la culture populaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais on raconte que les bûcherons, dans les Vosges, quand ils sont vieux, ils deviennent des Pères Noël. Vous croyez ça? On m'a raconté qu'il y avait un monsieur, un grand monsieur, qui avait une barbe rousse. C'était avec un grand bonnet pointu. C'est pas un sauterelle, hein, c'était un bûcheron. Et ce bûcheron-là, un jour, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il est arrivé sur son chantier, il allait abattre des arbres parce qu'il était bûcheron. Et puis juste un peu avant d'arriver, il y a une biche qui était là, qui était morte. Elle était morte de froid. Il faisait un froid de chien. D'ailleurs, il avait presque eu envie de ne pas travailler. Puis il était allé quand même parce que c'était comme ça. Et alors à ce moment-là, il a pris la biche sur ses épaules et puis il est allé sur son chantier. Et puis il a tombé la biche et puis il a laissé tomber ses outils. Et puis il s'est mis à faire du feu tout de suite, parce que il faisait tellement froid qu'il s'est dit comme ça, je pourrais chauffer ma gamelle après. Et alors, tout d'un coup, au moment où il a allumé son feu, tout d'un coup il s'est aperçu qu'il y avait la biche qui était morte de froid et qui avait commencé à bouger une oreille. Alors il l'a ramenée près du feu. Il a commencé par la caresser, puis après il a voulu la frotter pour la réchauffer. Et puis après il l'a frottée avec ses deux mains. Et alors, il a continué, et les deux oreilles sont passées. Les deux oreilles ont commencé à bouger. Et puis elle a ouvert un œil. Et puis elle a commencé à se lever avec les deux pattes de derrière. Et puis elle est partie à toute allure. Elle était très belle. Elle a juste montré un tout petit peu ce qu'on appelle le miroir, son petit bouquet de poils qui est tout blanc et qui est derrière elle. Alors lui, il était content. Barbouze, il était très fier. Il avait sauvé une biche. Alors il est devenu comme ça quelqu'un de très fort et de très heureux parce que il était tellement content d'avoir sauvé. Et il a pensé qu'il n'y avait plus de douleur dans ses bras partout. Il a eu l'impression que ça avait fait un échange, qu'il avait, lui, donné de la vie à la biche, et puis qu'en même temps, elle lui avait donné, mais elle lui avait donné une capacité d'être très fort, d'être tout blanc, il est devenu tout blanc. Et on a dit que c'est à partir de là que les bûcherons des Vosges, ils devenaient comme ça, quand ils étaient très gentils pour les bêtes, alors ils devenaient des Pères Noël. Tu crois ça, toi? Oui. À l'approche de Noël, devant de tels paysages, comment ne pas avoir envie de faire des gâteaux, des bredel spécifiques à l'Alsace. On les fait dans tous les villages de la région, mais cette fois, nous sommes à Münster, chez Madame Bernert.
qui collectionne les moules anciens, les formes dans lesquelles on faisait des bredel, il y a 300 ans déjà. Les voici. Ils sont beaux, en bois, et ont beaucoup servi. Ce moule représente une Alsacienne du siècle dernier, qui a fait des milliers de petits gâteaux. Mais il y a tous les moules, poissons, lys de France, étoiles. C'est un subtil tour de main qu'il faut acquérir pour faire des Sprengerla. Il faut bien appuyer, donc. Il s'agit de petits gâteaux moulés. La pâte, une fois faite, doit reposer 24 heures avant d'être découpée et encore reposer 24 heures. Ensuite, le petit gâteau gonfle. Donc, vous voyez, quand ils sont pas prêts, il faut un peu les faire beaux. Ah, beaux ils l'étaient, et ils le sont encore, puisque les collectionneurs et amateurs continuent de faire des gâteaux avec ces formes, en creux ou relief, ces petits moules qui décorent très originalement la pâtisserie. Voilà, alors c'est ça le résultat. Donc, ils doivent être blancs au-dessus et avoir un socle comme ça, vous voyez, une fois que c'est cuit. Ils sont beaux, madame, ces moules. C'est qu'ils sont vieux, regardez, celui-là, il est tout à fait cramé. Quel âge il a, celui-là? Oh, 1850 par là. Il vient... ma grand-mère disait toujours qu'il vient de sa mère. Il fut une époque où c'était tombé donc dans l'oubli et les gens les brûlaient même. À Münster, avant Noël, c'est l'effervescence dans les foyers, certes. On fait des bredel, mais dans les pâtisseries. Dans cette vieille maison traditionnelle, par exemple, et si joliment peinte, on s'applique à faire des quantités de schwovebredel, autrement dit, de gâteaux suaves. Des étoiles cannelle aussi, qui évoquent si bien la nuit de Noël. Et qui voisinent avec des centaines de Père Noël à la barbe en marcipan ou pâte d'amande. Il faut que Noël donne chaud au cœur. D'autant que dehors, il fait un peu frais. Les recettes alsaciennes ne se perdent pas. Admirez celle du Berewecke, ça se prononce comme ça, qui remonte à la nuit des temps. Nous avons repris cette recette qui est basée principalement de fruits secs, c'est-à-dire de pommes séchées, de poires séchées, de pruneaux séchés, donc des fruits que les ménagères trouvaient facilement dans leur verger, et puis qu'ils sèchent à l'automne. Et puis c'est une spécialité qu'ils font début décembre, qui se conserve très bien et qui régale toute la famille. Autre spécialité de Noël en Alsace, les macarons aux noix, parce qu'il y a beaucoup de noyers dans la vallée de Münster. Macarons dorés, fondants et si doux, qui voisinent avec toutes sortes de figures en chocolat, même avec du Münster en chocolat dit. Mais non loin de là, couvrez-vous et suivez-nous, vous attend une autre recette très élaborée le long de l'île à Illoisern par un grand chef. C'est plus compliqué à faire, mais c'est inoubliable. Alors voilà la charlotte au pain d'épices, ce dessert de Noël inspiré de notre traditionnel Berewecke, qui est le pain de fruits secs de Noël qu'on sert en Alsace. Alors c'est une préparation très facile à réaliser. Il faut évidemment un peu de crème, des pains d'épices, des épices. Alors dans les épices, il faudra de l'anis étoilé, du gingembre, de la cannelle, quelques écorces d'orange et de citron, des jaunes d'œufs, de la crème, du miel d'Alsace évidemment. Et cette préparation est à la portée de tout le monde, je crois. C'est un dessert qui est typiquement Noël et qu'on sert accompagné de glace aux épices. Ou alors si on n'a pas de glace aux épices, on peut prendre de la glace vanille. Assez loin de son Alsace natale et ne l'oubliant jamais. Un autre Alsacien caresse la tradition qu'il a au cœur. Et il fait à Paris comme là-bas, il vous dit ce qui se fait. Après la messe de minuit, on rentre à la maison, on prend du vin chaud et on mange un bout de stolle qui est de la brioche avec des fruits confits et des noix et des dattes et des amandes. Alors ça, c'est pour Noël. Alors que pour le réveillon de Nouvel An, c'est ça, c'est le fameux pretzel. Mais c'est sucré, c'est pas salé. C'est ma jeunesse. J'ai presque les larmes aux yeux tellement c'est touchant. C'est comme si vous étiez le duc d'Alsace, André Lerche. Duc d'Alsace, non, mais un traditionnaliste qui veut faire du bon et surtout qui veut faire plaisir aux autres.
Olentzero, le vieux charbonnier basque, est descendu de sa montagne de ténèbres pour annoncer la bonne nouvelle, la naissance de l'enfant Jésus, confondue avec les anciennes fêtes du solstice d'hiver qui célébraient le retour de la lumière, des jours qui rallongent et bientôt la reprise des travaux dans les champs. Alors chacun veut toucher Olentzero, le porte-bonheur, et le faire entrer dans sa maison pour le célébrer comme l'heureux messager. On le fête en passant de maison en maison, de bar en bar, etc., en chantant tous ensemble des chansons donc, de Noël, des chansons d'Olentzero, et les gens du Pays Basque, donc, et pour ceux qui nous concernent Saint-Jean-de-Luz, bon, nous accueillent à bras ouverts pour nous donner des victuailles ou quelques pièces pour justement essayer d'inviter Olentzero à être parmi nous. Si Olentzero a toujours soif, c'est qu'on le fait bien manger, surtout son plat préféré, le bacalao, qui était autrefois à Noël le plat de luxe des gens pauvres. C'est beaucoup d'huile d'olive, de l'ail, des pommes de terre, de l'oignon bien revenu à l'huile d'olive, et du bacalao qui est la morue séchée. Et comme dessert de cette fin de nuit de Noël, Olentzero devra goûter aux châtaignes grillées au fond de l'âtre. Et c'est ainsi que la lumière reviendra et que le vieux charbonnier basque repu pourra retourner pour une nouvelle année dans sa montagne. Vous les connaissez, les jouets du Kera? Ah, Stéphanie, tu les connais, toi, les jouets du Kera? Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est l'histoire des jouets du Kera. Alors je vais vous la raconter. Vous savez, il y a très très longtemps, le Kera était si pauvre que le Père Noël ne s'y arrêtait jamais. Les gens ne lui passaient aucune commande, alors il n'avait aucune raison de s'arrêter, et son traîneau traversait le ciel du Kera sans jamais faire une halte. Et puis, une année, le soir du 24 décembre, alors qu'il était parti faire sa grande tournée annuelle, en passant au-dessus des villages du Kera, il s'est penché par-dessus son traîneau pour voir un petit peu en dessous de lui, pour voir ces magnifiques villages endormis sous la neige. Et puis pendant qu'il se penchait, il avait peut-être mal fermé sa hotte, parce qu'un petit jouet s'en est échappé et est tombé dans la neige, juste devant la porte d'un paysan de la vallée d'Arbieu. Le lendemain matin, ce paysan, en se levant, il l'a trouvé. C'était un fort joli jouet, en bois peint. Alors le paysan, il l'a ramassé, il l'a mis dans sa poche et il n'a rien dit à personne. Mais dans sa tête, il y a une idée qui a commencé à germer. Car il faut vous dire que ce paysan-là était aussi, comme tous les Kérassins, un fort habile artisan. Il savait travailler le bois, il savait manier la varlope, il savait sculpter finement des rosaces dans du planche de pin Saint-Bro. Et alors, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne fabriquerais pas des jouets semblables à celui-ci à mes enfants? Et l'automne qui a suivi, il s'est enfermé dans son atelier et il s'est mis à dessiner. Il a scié, il a coupé, il a sculpté, il a inventé d'autres modèles.
Il a créé les animaux de la ferme, il a créé une crèche, il a même inventé tous les animaux sauvages qui vont avec l'arche de Noé. Et puis, bien vite, d'autres voisins ont fait de même pour leurs enfants. Et c'est comme ça que pendant les longs mois d'hiver, les paysans de la vallée d'Arvieux et du Queyras découpaient dans des planchettes de bois des minuscules figurines que les femmes ensuite peignaient doucement et minutieusement. Et c'est grâce à ces artisans que depuis cette époque, tous les enfants du Queyras ont pu, eux aussi, avoir des jouets dans leurs souliers le jour de Noël. Voilà. Maintenant, servez-vous et joyeux Noël. La veille de Noël, les Provençaux, pour marquer cette espèce d'explosion de joie qu'allait être la Noël, on avait inventé une profusion de desserts, mais qui n'était qu'une profusion de desserts locaux, ou presque locaux. Et donc, on créa la tradition des 13 desserts. Pourquoi 13? D'abord parce qu'il en fallait un pour le Christ, qui allait naître, et un pour chacun des apôtres. Que produisait le pays? C'était un pays sec, la Provence, des noix, des amandes, des noisettes, des raisins. Puis il y avait les fruits, les pommes, les poires, du melon qu'on essayait de conserver précieusement jusqu'à la fête de Noël. Du nougat, parce que pourquoi? Le nougat, c'était quoi? Le miel et les amandes. Ce qui a donné le nougat noir. Puis plus tard, on a essayé d'ajouter un peu de sucre, on a créé le nougat blanc. Et ça aussi, la figue. Et alors ça, c'était la petite merveille qu'il avait fallu quelques mois pour créer. Parce qu'on avait récolté la figue au mois de septembre, on l'avait mise à sécher sur une terrasse qui était à l'abri de la pluie, et petit à petit, elle avait pris cette espèce de couleur de miel. Non. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une vraie figue séchée au soleil, mais à l'ombre. Au soleil, mais à l'ombre. Si vous goûtiez cette figue, il y a un truc extraordinaire à faire, c'est ce qu'on appelle le nougat du mendiant. Alors le nougat du mendiant, vous prenez une figue, vous l'ouvrez, vous cassez une noix, vous mettez ça au milieu. Depuis, ils ont inventé les dattes fourrées, mais nous on les avait inventées avant eux. La figue avec une noix dedans, ça c'est une merveille. Et croyez en quelqu'un qui a bien mangé toute sa vie, vous savez. Et enfin la pompe à l'huile qui était la pâtisserie de l'époque, de la farine, de la fleur d'oranger, de l'huile d'olive, et après ça, on passait ça au four, ça donnait ce mets délicieux. Mais pour avaler tout ça, il faut boire. Alors, on a inventé deux trucs. Le premier, c'est le ratafia. L'autre, c'est le vin cuit. C'est la sève de la vigne, ça. Trop gourmand, Alfred en perd la mémoire, il manque un dernier dessert, l'oreillette, mélange d'œufs, de farine et de fleurs d'oranger. À table, on laissait toujours un dessert supplémentaire pour celui qui allait arriver, qui allait taper à la porte, et qu'on inviterait à manger, même si on ne le connaissait pas. C'était le restaurant du cœur de l'époque, on n'a rien inventé depuis. On les appelle les fils du vent. Ces gitans, les Roms, éternels voyageurs, ont fait Altamanos. C'est le temps de Crecciuno, c'est Noël. Ce soir-là, chez les bouchons, comme dans chaque famille de Zigane, on se réunit. Ceux qui reviennent de lointains voyages honorent le Pachivalo, 85 ans. Sage de la tribu, c'est lui le chef de camp. Et la famille, c'est sacré. Parce qu'il est Noël, c'est que
par famille, avec les enfants, les petits-enfants, surtout les vieux. Les vieux, pour nous, c'est sacré. Et quand ils sont là, eux, c'est la fortune. Quand on voit les petits-enfants, qui voient leur papou, leur papou. Chez nous, c'est sacré. Préparer Noël pour les Roms, c'est ça. Les hommes aux doigts d'or chantent avec leur cœur pour leur famille et pour Noël, leur langage et la musique. Ça exprime Noël, ça exprime tout ce qu'on a à dire, quoi, tout ce qu'on a passé dans la journée ou tout ce qu'il y a eu 2-3 mois qu'on ne s'est pas dit. Quand on se trouve, on le dit en chanson au lieu de le parler. Plus que dans toute communauté, Noël est un symbole très fort pour tout gitan. Il n'y a pas plus grand que Noël, c'est la naissance de Dieu. Plus grand que la naissance de Dieu. Le plus grand qu'il peut avoir, c'est la naissance de Dieu. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé tout sur Terre. Alors comment on ne voulait pas qu'on respecte sa date de son naissance? Noël au pain, on a toujours plus fait, nous. Ce qui a plus de feu, on n'est plus gitan. Près du feu, à la nuit tombée, le Pachivalo, en langue rome, raconte à ses petits-enfants la nativité. Il explique aussi que le Père Noël descend sur terre pour les riches, mais aussi pour les pauvres. Dieu, il fait toujours du bien. Même aux méchants. Ceux qui sont riches, ils ne vivent pas très longtemps avec leur richesse, parce que c'est le cœur qui est mauvais. C'est ça qu'il voulait dire. Et un pauvre, le peu de jouets qu'il a, il est toujours content. Un enfant est toujours content. Et chez nous, les parents, on est aussi contents d'offrir ce qu'on peut offrir, parce qu'on l'offre avec cœur. Le soir de Noël, on partagera la charchouka, choucroute zigane, ou la dinde traditionnelle à la fortune du pot. Si on a d'argent, on met plein à manger. S'il n'y en a pas, bon, on fait avec ce qu'on a. Mais on essaye toujours d'être joyeux, d'avoir le sourire dans le cœur surtout. Et Noël, dans la famille Bouchon, c'est aussi la fête des enfants, et chacun rêve de cadeaux. Ouais, Noël, je suis content, parce que le Père Noël, il m'emmène des bonbons, même souillés, des oranges, et des chocolats. Et qu'est-ce que tu vas t'apporter à toi? Qu'est-ce que tu as demandé? Et quand le grand soir sera venu, Negrita, la fille aînée de la famille, demandera le silence, et a cappella célébrera le Noël zigane. Je suis provençal et le provençal aime le santon. Il n'y a rien à faire. Il aime la pétanque, il aime le pastis, il aime le cabanon. Et les santons font partie de l'essence de son identité. Et puis aussi parce que ça représente Noël. Celui qui m'a amené à faire ce que je fais à Grandbois, souvent, c'est celui-là, c'est Madame Aubion. C'est elle. Il n'y avait pas de santon à Grandbois. Alors il y avait des santons qui étaient en mauvais état, en carton, etc. Et sachant que j'étais santonnier, elle m'a commandé les 7 premiers santons de la crèche. C'est-à-dire la Sainte Famille, les rois, et puis 3 personnages, le charcutier, Monsieur Critier, qui menait la diligence, et puis Monsieur Ché. Je lui dois beaucoup, cette femme. Alors je fais des portraits de gens, et j'ai fait ma famille. Mon Dieu, au départ, ça n'avait pas cette importance, mais c'est devenu important à la suite, parce que dans le village, vous avez des gens, c'est dommage de les laisser partir sans les fixer. Alors j'ai fait leur portrait. Et puis après on a fait la crèche à l'église et on les a mis dedans. À ce moment-là, ils sont devenus sacrés. Parce qu'ils passaient 1 mois à l'église. Donc ils étaient santons. Et là, ça a été ça. Les gens se sont retrouvés et sur la place de l'église, et puis
dedans l'église, les Lilliputiens, ils se sont retrouvés comme ça. Et même, ils se sont retrouvés souvent dans la crèche, à côté de gens qu'ils ne pouvaient pas sentir, avec lesquels ils étaient fâchés. Et voilà une partie de la mémoire du village. Alors, celles-là sont en train de dire, en provençal bien sûr, crasi che intelligent sunt d'étranger. Et mi sono messo a dire che l'upiccio era pas du père. Alors là, je crois que ce sont des étrangers. Je me suis laissé dire que le petit n'était pas du père. Vous voyez, voilà, la rumeur, la pointe d'ignition qui fout le feu à un village, quoi. Il arrive tellement à faire ressortir la personnalité des gens par la tête déjà, et puis par aussi leur activité. Je trouve ça formidable, c'est vraiment extraordinaire. Monsieur, là aussi, il a une tête intéressante. J'espère qu'il ne va pas me rater. Je suis très content, il m'a très très bien croqué. Ce sont les habitants de Grandbois qui font la crèche. Ces gens-là ne sont pas éternels aussi. Peut-être un jour ça ne se fera plus. Et c'est à ce moment-là que le village sera mort. Parce qu'il n'y aura plus, une fois par an, la mémoire de ceux qui nous ont précédés. On va qui faire nouvelle. Merci, mestre. C'est pas mal, gars. Juste dans 200 ans, vous serez toujours le maire de Grandbois. C'est vrai, ça c'est quelque chose de formidable, parce que moi je ne le verrai plus. Maintenant, on aura plus de 100 ans. Le père Chrétien, il aurait 130 ans. Le menuisier, ce gars-là, je l'aimais beaucoup. J'ai fait son portrait. Et quand je l'ai eu fait, il m'a dit, maintenant je suis sûr de ne pas mourir tout à fait. Ce sont des gens qui nous ont précédés. Et toutes les années, à l'époque de Noël, ils reviennent. Alors, je vous la raconte en provençal. Ah, que son beau, que les pitchos, qui veulent veiller les stables de la natalité. Il y a tout, manque rien. Il y a la Sainte Vierge, il y a Saint José, il y a Loupastre, il y a l'Azé, mais le bio. Il y a même des cabres, mais des cabris, des fèdes, mais des agneaux. On a fait la transhumance au mois de novembre à Salon. Ils ont vu la cape, ils ont vu, voilà, ils sont venus me chercher pour la crèche. Ça me fait plaisir. Et je trouve que les enfants, ça leur plaît parce que il y en a qui n'ont jamais vu de moutons. Il y a des fois des voitures qui s'arrêtent quand on regarde au bord d'une route, n'importe. Ils n'ont jamais vu des moutons. Des enfants qui ont 10-12 ans, ils n'ont jamais vu de moutons. Quel est le rôle du berger dans la crèche? On dit qu'il apporte la nouvelle. Oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop bien. Mais enfin, il apporte la nouvelle. C'est la première année que vous faites Joseph? Alors pour moi c'est la première année, oui. Pourtant Joseph n'était pas boucher, il était... Ah non, il était charpentier. Même fait, boucher, charcutier, charpentier, c'est des métiers nobles. Quel est le rôle de Joseph dans la crèche? Le rôle de Joseph, c'est lui qui vient assister Marie, parce qu'elle va mettre au monde l'enfant Jésus. Il est là pour les protéger, les veiller, pour surveiller que tout se passe bien, quoi. Pour moi c'est émouvant de revêtir le vêtement de Marie. Est-ce que vous vous êtes préparé au personnage de Marie? Oui, parce que c'est mes convictions de religion d'abord. Préparer, c'est un grand mot. Je pense pas qu'on puisse se préparer. Elle est unique dans son genre. Le fait qu'elle va avoir ce bébé, c'est des choses que j'ai connues. Donc si on peut y penser fortement, c'est quand même, ça aide.
Puis de toute façon, ça passe très vite parce que les enfants, vous pourrez voir les petits-enfants comme ils sont émerveillés de venir dans cette crèche. Bah, tout de suite, ils voient le berceau vide, où il est Jésus, la plupart. C'est ce berceau vide, je pense, qui les impressionne le plus. Puis après, c'est des animaux quand même. Et le soir, du 24, 17 au soir, à midi, il y a une qui viendra d'instable, l'enfant Jésus.